Donc je reprends, je ne sais pas si on a le son, ouais c'est bon, on a le son. Très bien. Donc on va rentrer dans la deuxième partie pratique, c'est ce que je disais précédemment. Donc on va avoir un composant en fait qui ressemble beaucoup à ce qui est utilisé dans la brique Prodit SE que j'ai présenté tout à l'heure, qui s'occupe justement d'indexer les données de la base de données primaire PostgreSQL vers Elasticsearch et qui expose aussi des API de recherche REST. Et ce composant-là, on a fait dans le cadre de la formation un équivalent qui a à peu près le même framework qu'on utilise. Donc en fait, une fois que vous aurez manipulé celui-là, vous saurez manipuler Prodit SE. Et lui, si on regarde le Docker Compose, qui est ici, donc c'est dans ce dossier-là, en fait, on va voir qu'il y a deux bases de données, Postgres et Cassandra, et un Elasticsearch et le composant. Donc en fait, le but du jeu, ça va être d'indexer des ressources qui sont dans deux bases de données dans Elasticsearch. Et donc c'est ce que je disais, en fait, quand on avait pensé un peu le truc il y a quelques années, on avait un peu Apache Camel dans la tête. Et donc c'est un peu le genre de boulot qu'il faisait. Et si on regarde par exemple Cassandra et qu'on regarde les tables, on va regarder directement les datasets. On voit qu'on a des ressources utilisateurs. Si on va dans PostgreSQL, on va trouver d'autres utilisateurs dans le schéma de PostgreSQL. Voilà. Et le but, ça va être de réussir à indexer tout ça avec le composant d'intégration. Donc, on reprend. Tac, tac, tac. Est-ce que j'en étais? Donc, je présente rapidement la plateforme code qu'on va utiliser pour faire la démo. L'idée, c'est d'avoir un environnement de développement totalement en ligne, comme s'il était en local. Enfin, ce qu'on a en local habituellement comme outil, que ce soit Docker, Docker Compose, K3D, qui est un équivalent de Cube, de K3S avec Docker, d'autres outils, d'autres CLI, JQ, YQ, enfin toutes les CLI qu'on a l'habitude d'utiliser en local sur le cloud, et aussi qu'on va essayer de garder l'état. Ça veut dire que tous les repos que vous aurez clonés avec Git, les registries Docker que vous aurez authentifiés, les repos Helm que vous aurez authentifiés, etc., ça va rester conservé, et on pourra provisionner à la demande des instances comme ça qui vont garder l'état. Un peu comme n'importe quel objet cloud, comme des machines virtuelles, etc. Le modèle par rapport à ce qui existe déjà, c'est que en fait, c'est comme si vous provisionnez votre machine virtuelle. Sauf qu'au lieu d'avoir directement un terminal en SSH, vous avez à la place un éditeur de code complet avec le terminal intégré directement sur votre navigateur. Donc là, par exemple, j'ai des conteneurs qui tournent sur mon environnement de dev. Le projet, ça s'appelle BBL Vertix. Voilà, j'ai mes conteneurs qui tournent ici. Et je vais vous montrer 2-3 trucs en l'utilisant, mais en fait, on va totalement travailler là-dessus, totalement dans le cloud. Voilà. Et puis c'est parti. Donc, ce que je montrais tout à l'heure, justement, on va plutôt visualiser ici parce que ça va être plus lisible que dans GitLab. C'est le Docker Compose, où on voit nos deux bases de données primaires et notre Elasticsearch et notre composant vertical. Je vais rapidement commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va suivre le README qui est ici. Alors le README qui est ici nous dit qu'il faut lancer tous les conteneurs. Donc c'est ce qu'on va faire. Oui, il faut que j'aille dans le bon dossier. C'est example Elasticsearch example. Je vais essayer de monter un peu mon terminal pour qu'on le voit mieux. Hop. Donc voilà, là on va voir que ça va fabriquer un conteneur. Donc on va en profiter pendant qu'il est en train de le fabriquer, de regarder ce que ça fait. Ça va faire un petit rappel par rapport à notre dernière formation sur Docker, où en fait on voit qu'on a un Dockerfile avec deux stages. Une stage de build qui fait un Maven clean install, donc qui va télécharger les dépendances Maven, qui va les compiler et les assembler, et ensuite ça va générer ce que je vous montrais tout à l'heure dans la première partie,
un file jar de Vertex, un peu comme ça se fait avec Spring Boot. Et derrière, la deuxième stage, elle va faire un copy from, juste du résultat de la compilation. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là à la dernière formation, je vous invite à aller retourner voir cette formation qui vous explique pourquoi on fait du multistage. L'idée, c'est d'éviter d'embarquer toutes les dépendances qui ne sont utiles qu'au build dans le conteneur final qui va tourner en prod. Par exemple, une fois que c'est compilé, on n'a plus besoin de Maven. Ça, c'est un exemple. Voilà. Donc, pourquoi on embarque Maven dans notre conteneur, puisqu'on l'a utilisé juste pour fabriquer le conteneur. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc là, j'ai mes conteneurs qui tournent. Maintenant, on va retourner sur le README, que vous pouvez suivre aussi sur votre poste, où on va initialiser les schémas de base de données. Donc, on va commencer par PostgreSQL. Donc, il y a juste à copier-coller les commandes, mais on va détailler ce que ça fait. Là, on voit qu'il... Bon, j'avais déjà initialisé, mais on voit qu'il me crée des tables. Il me les avait déjà créées parce que je n'avais pas détruit le conteneur. On va regarder le fichier SQL de ça. Donc là, on vient de jouer la création d'une table user avec ID, name, email, skill, date connect. Ce que je vous montrais tout à l'heure, j'ai repris à peu près le même modèle que ce que je vous ai montré sur Prodit, c'est-à-dire qu'on a fait une table secondaire avec l'indicateur qui permet de dire si c'est indexé, pas indexé. Et ensuite, on a nos fonctions qui vont être déclenchées par des triggers. Les triggers, ça va être des déclencheurs. Chaque fois qu'il y a un événement de mise à jour, de suppression ou d'insertion dans la table, vont déclencher ces fonctions-là qui sont développées en PLP GSQL. Et vous en avez sur Prodit aussi. Et à chaque fois que ça va faire un truc, ça va insérer ou mettre à jour une ligne dans cette deuxième table pour dire la donnée elle est à jour, elle n'est pas à jour. Derrière, ça va permettre à notre composant, et puis on va rentrer dans le détail, de savoir si la donnée elle est indexée à jour ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on vient de jouer. Ensuite, on va insérer, on retourne sur ça, on va insérer notre dataset de Postgres. Donc là, c'est des inserts, hein, j'insère des utilisateurs. Donc maintenant, si je vais dans PLSQL, on va ensemble aller dans Postgres pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, on va faire la même chose avec Cassandra. Il faut que je mette la base aussi. La base s'appelle BBL Vertex. Il faut peut-être que je rajoute un -it. Voilà. Donc là, je suis dans la base. On regarde les tables. On a bien nos deux tables. On fait un select étoile from t-user. J'ai bien mes utilisateurs, d'accord. Select étoile from t-user idx. J'ai bien mes ID qui sont à réindexer. Donc 1 c'est réindexé, -1 c'est à supprimer de l'index, et 0 ça veut dire que c'est déjà à jour, c'est pas la peine de faire quelque chose. D'accord. Très bien. Ensuite, on va faire la même chose avec Cassandra. Alors Cassandra, c'est pas du SQL, mais c'est du CQL. Donc pour la petite histoire, après, on va pas faire une formation sur Cassandra tout de suite, mais c'est une base colonne, Cassandra. Donc ça veut dire que sur certains points, il y a pas mal de ressemblances avec une base SQL, mais en vérité, il ne faut pas penser SQL quand on fait du Cassandra. Cassandra, en fait, il faut designer ces tables en fonction des requêtes qu'on va avoir besoin. Contrairement au SQL où en fait on fait ces requêtes par rapport aux tables qui sont en troisième forme normale, en évitant toute duplication, etc. De temps en temps, on dénormalise pour optimiser. Avec Cassandra, c'est le contraire, il ne faut pas hésiter à aller tout de suite dupliquer. Même des fois, on a plusieurs tables différentes avec les mêmes données dedans, parce qu'en fait, ce ne sont pas des vraies tables, ce sont des assemblements de colonnes. Et en fait, mathématiquement, ça peut se représenter en des cubes à plusieurs dimensions, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs niveaux de parenthèses pour dire la clé primaire elle est composée de clé 1, clé 2, ensuite il y a d'autres parenthèses avec clé 3. En fait ce sont des dimensions. Ce sont des dimensions de partition. Ok. Donc là on quitte Postgres et on retourne sur notre README.
qui est ici. Et donc, on va jouer nos inserts Cassandra. Alors, normalement, ces commandes-là, je ne vais pas les faire parce que je les ai déjà insérées. Et ce qu'il faut savoir, je vais peut-être faire la dernière. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cassandra écrase directement, quand on refait un insert, ça écrase la donnée qui était déjà dans Cassandra. Donc par exemple, on va regarder ça tout de suite. Cassandra, pareil, on a une table user. Là, j'ai un peu triché, j'ai mis directement le RS Search dans la table Cassandra. Ce qu'il faut voir avec Cassandra, c'est que comme je vous ai dit, ce ne sont pas des vraies tables. En fait, il les visualise en table pour simplifier le schéma de raisonnement des gens qui manipulent Cassandra, parce que par rapport à ce qu'ils sont déjà habitués, mais ce sont des colonnes et des dépendances entre colonnes. Donc, en vrai, ça ne coûte pas la même chose de rajouter une colonne dans une base relationnelle que de rajouter une colonne dans une base Cassandra. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai bien mes deux utilisateurs. On va tout de suite vérifier ça en faisant, pareil, un CQLSH pour se connecter en shell dans le conteneur Cassandra. Donc ça doit être ça, voilà, CQLSH-K, le keyspace. Ah, moins IT, tout à fait. Voilà, donc là je suis en CQLSH. Là je peux faire, alors je sais plus ce qu'on fait, on fait describe. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait du Cassandra. J'imagine que voilà, t'es user, select, étoile, from. Donc le CQL ressemble, syntaxiquement ressemble pas mal au SQL. Voilà, donc là j'ai bien mes données dans Cassandra. Ok. Maintenant le but du jeu, ça va être d'indexer les données qui sont dans Postgres. Donc là, j'ai une procédure qui me permet... on n'est pas obligé de la jouer, mais en fait, quand tout a déjà été indexé, si vous voulez réindexer, j'ai fait une procédure stockée qui remet à 1 tous les ID de la table. Comme ça, ça dit toutes les ressources sont à réindexer. Et ensuite, voilà, c'est une route REST, enfin, c'est du HTTP pour dire indexe-moi. Et on va regarder comment ça a été implémenté dans un instant. Hop, donc là je le lance, ça me dit bien indexation en cours, d'accord. Et ensuite, ce qu'on va aller voir, c'est si dans Elasticsearch, ça m'a bien créé un index user. Donc Elasticsearch, je vais le manipuler directement en HTTP aussi. J'ai bien un index user qui a été créé. Et ensuite, on va vérifier les données qui sont dans Elasticsearch. Donc là, voilà, Elasticsearch, j'ai bien des données qui ont été indexées, donc des users, qui viennent de Postgres. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, on voit un peu la structure. Ça, c'est notre document tel qu'il a été indexé. Ça, ce sont des champs d'Elasticsearch directement. Et en fait, ce sont des champs sur lesquels on va pouvoir faire des recherches multicritères après. D'accord. On va rentrer dans le détail maintenant. Ce que je disais ici à l'instant, c'est... pour savoir c'est quoi les URL, en fait, on a un framework un peu fait maison qui a été fait à l'époque. C'est qu'on a créé des routes. Voilà. Les routes, il y a deux interfaces. Route très simple, voilà, un framework très simple, avec une méthode à réimplémenter pour chaque web service que vous allez faire. String, c'est le body du résultat. Ça prend la request, ça prend la response. Et en fait, ça permet de rajouter des headers, un peu comme quand on fait de l'API servlet en Spring ou même en Java EE de base, hein, c'est très classique. Et ensuite, on a aussi les routes asynchrones. Les routes asynchrones, elles héritent des routes, ça veut dire qu'il y a toujours la méthode qui renvoie la réponse, mais il y a une deuxième méthode qui exécute le processus en asynchrone. Donc ça veut dire que elle est void, elle ne renvoie pas de résultat. Donc ça veut dire que, comme l'indexation s'est produite là, c'est une route asynchrone, elle m'a tout de suite renvoyé indexation en cours dans le body, mais en fait elle est en train de continuer le traitement. C'est un web service asynchrone. Ça va nous permettre de mettre ces URL là dans des cron tabs en fait, qui vont être exécutés, je ne sais plus si on a mis toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, etc. Et derrière, ça ne bloque pas le traitement, ça ne bloque pas l'événement, le thread principal. C'est ce que je vous disais, contrairement
un Spring Boot où on n'aurait pas trop fait attention à ça en Vertex. C'est pour ça que j'ai vraiment, on a réindustrialisé, on a fait ce framework-là. Aujourd'hui, c'est peut-être pas utile de faire ce genre de surcouche avec Vertex, surtout dans les dernières versions. Mais on continue de maintenir ce qu'on a fait à l'époque pour l'instant. Voilà. Ok. Ensuite, on a un fichier de configuration qui s'appelle le root.properties. Donc pareil, c'est un peu old school. Ça veut dire que le format properties, c'est le format de référence dans les applications Java, c'est un format de configuration clé-valeur. Donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, on n'a pas des... Par exemple, si on avait fait du JSON ou du YAML, on aurait une structure avec un beau tableau, avec une liste de routes, avec des objets routes à l'intérieur. Là, tout est plat, mais en fait, on s'y retrouve, c'est l'équivalent d'un tableau. C'est-à-dire que la première route, c'est la route Hello. Elle renvoie un résultat au format HTML, et en fait, ça va mapper sur une classe qui s'appelle HelloRoute, qu'on va regarder tout de suite comment elle est implémentée. Et HelloRoute, tout ce qu'elle fait, c'est de renvoyer Hello World en HTML. Voilà, donc elle réimplémente la méthode proceed que je vous ai montré tout à l'heure, très simple. Et on va l'appeler tout de suite. Et on va regarder ce que ça fait. Non, ça c'est Elasticsearch. Hello. /API /hello. Hello World. Voilà, ok. On va relire notre fichier route.properties pour vérifier celle qu'on vient de déclencher. Nous, on a lancé cette route-là qui indexe les données JDBC, ça veut dire les données de PostgreSQL. Ce que je vais vous laisser faire, c'est d'indexer maintenant les données de Cassandra. Donc déjà, essayez de refaire ça, de faire tout ce qu'on vient de faire là, de vérifier que vous avez bien des données dans Elasticsearch, et ensuite, on va passer à la suite. Et ensuite, vous refaites la même chose avec Cassandra. Donc encore une fois, tout est détaillé dans le README. Et, et voilà, essayez déjà de faire ça avant qu'on passe à la suite. Et ensuite, on va détailler ce que fait la route d'indexation. Je vous laisse un peu de temps. En attendant, je vais passer avec vous.
Donc on reprend. Du coup, je vais refaire la même chose avec Cassandra. Et là, on va voir si je reproduis le même problème que certains vous avez eu, c'est-à-dire ça répond oui, mais on va voir si c'est indexé. Et là, on va réafficher les données qui viennent d'Elastic. Et donc c'est le moment de vérité. Hop. Rep-i Cassandra. Donc je reproduis le même problème que vous avez eu. Et on va essayer de le résoudre ensemble, d'accord? J'ai pas les données de Cassandra. Donc là, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc ça tombe bien, c'est les aléas du direct, on va dire, mais en même temps, ça permet de débugger ensemble. Donc on va faire grep-i bbl vertix. Et on va débugger le conteneur. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et il me dit qu'il y a un null pointer exception dans using keyspace. Cassandra data source à la ligne 246. Donc on va l'ouvrir. IMPL, Cassandra data source. Donc là on a le chemin complet, hein. Donc c'est dans singleton IMPL, donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite, singleton IMPL. Cassandra data source, ligne 246. Et il n'a pas réussi à lancer la session. Et en fait, pourquoi il n'a pas réussi à lancer la session? C'est qu'il y a un problème au démarrage. Donc on va réinitialiser le conteneur pour voir si au démarrage... Donc c'est pas encore très robuste, cette version du POC, mais à mon avis, il y a eu une erreur de connexion à Cassandra au démarrage. Donc je vais faire SE-force recreate sans le rebuilder. Et on va regarder ce qui va nous afficher comme log. Ouais, il faut que je mette le SE après. Non, SE. Il s'appelle pas SE. Il s'appelle SE dans Prodit, mais il s'appelle pas SE dans le TP. Dans le TP, il s'appelle BBL vertix verticle. Voilà. Ok. Donc là, on va voir s'il nous fait une stack trace au démarrage. Visiblement non, tout ça a l'air d'aller. Il est connecté. Donc on va ouvrir un deuxième terminal. On va le laisser tourner en background, comme ça on pourra le débugger si jamais il nous refait une stack trace. Et donc on refait l'exercice que j'ai dit précédemment, c'est retrouver la route équivalente pour Cassandra. C'est facile, en fait elle est juste en dessous. Et donc là on fait un curl de localhost. Si je me souviens bien, c'est le port 8071 /bbl vertix /API /ça. Voilà, user service Cassandra index. Indexation en cours. On vérifie qu'il n'y a pas une stack trace. Il n'y a pas une stack trace, donc ça a marché. Je pense qu'en fait, c'est une question de démarrage. C'est-à-dire que l'API, l'application, elle démarre trop tôt par rapport au fait que Cassandra, il n'est pas encore en état opérationnel. Donc en fait, il faudrait rajouter quelque chose dans l'entry point du conteneur Vertix qui attend que Cassandra il soit ready pour pouvoir commencer à travailler avec. D'accord? Donc là, si on refait ce que je vous montrais tout à l'heure, à savoir la requête Elasticsearch dans l'index user, on va trouver des utilisateurs qui viennent de Cassandra. Et on le voit, Ahmed from Cassandra, Liu from Cassandra. Voilà. Donc c'était ça le souci, c'est juste que le verticle il démarre trop vite par rapport à la base Cassandra. Ok. On passe à la suite. Ça c'était la partie facile. On va regarder très rapidement les deux routes d'indexation, parce que quand même c'est le but de comprendre comment elles marchent. En fait, les deux routes d'indexation, respectivement, elles s'appuient sur deux autres fichiers properties. Un qui concentre les requêtes SQL, un autre qui concentre les requêtes SQL de recherche. Et en fait, vous avez, encore une fois, vous avez des routes qui s'appellent indexation delta, une pour Cassandra, une pour le JDBC.
Et on a joué sur les... Alors là, on n'est pas, pardon, on n'est pas sur les... Là, on est sur les data sources toujours. On retourne dans les routes. Hop. Donc vous avez Cassandra Indexing User Route et JDBC Indexing User Route, et vous verrez qu'il y a très peu de choses. Et en fait, sont des routes génériques, et vous avez une abstract Indexing Delta Route qui vous fait toute la partie je recherche dans la base de données un objet abstrait, et tu me retrouves c'est un design pattern qui s'appelle le pattern adapteur, en fait, où vous injectez un adapteur d'un objet générique en Java. Et en fait, Spring fonctionne à peu près de la même façon, hein. Quand vous faites des repositories JPA, etc., leur framework, il est développé avec le même mindset. Dans Prodit, si vous regardez les repositories JPA, il y a une interface générique, et après c'est vous qui dites de quel VO, de quelle entity Hibernate vous faites votre repository. Là, ça sera pareil, sauf que c'est nous qui avons développé le framework, c'est la seule différence. Et effectivement, en fait, derrière, vous avez juste un adapteur à implémenter, qui est dans le paquet probablement indexation adapteur, voilà. Et vous lui dites, pour le user, vous avez une interface, voilà, vous avez une interface où vous devez dire c'est quoi la table, c'est quoi le mapper. Le mapper, c'est ce qui permet de mapper un enregistrement SQL en objet VO, d'accord? Et vous avez la couche mapper qui est ici. De toute façon, on va pratiquer dans pas longtemps. Et ça me permet de redécouvrir le framework que j'ai développé il y a 5-6 ans, parce que voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché. Ok. Persistance, c'est là. Les mappers, ils sont là. Et donc, effectivement, vous avez un raw mapper. Et très simple, en fait, vous lui dites, ça, c'est l'objet qui vient de la base de données. Je dois le mapper en un autre objet. Et en fait, vous allez implémenter les vôtres qui dit, par exemple, un user du JDBC. Le résultat set, c'est ça. Donc, je vais récupérer ces colonnes-là en date, en string, en machin. Et en fait, je suis en train de setter un objet VO. Donc là, j'ai dit, ça sera un raw mapper de user VO. Ensuite, l'adapteur, c'est l'équivalent, en fait, c'est ça. Hein, quel que soit l'objet en SQL, quelle que soit la table dans Cassandra, on va toujours faire la même chose. On va faire la requête de tous les objets qui ont un RS search à 1 entre deux dates. Donc finalement, c'est pour ça qu'on arrive à faire de la généricité de cette façon. Avec ces design patterns où on réimplémente à chaque fois juste ce qu'il nous faut. Donc on lui dit l'adapteur c'est ça, la requête SQL que tu dois chercher c'est ça. Et en fait les requêtes SQL on va les enregistrer dans ce fichier où on retrouve exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple pour chercher les users à indexer et à désindexer, je fais cette requête là, select name, machin, enfin toutes les données que j'ai envie de mettre dans mon index, toutes les données que je vais mapper dans un objet user VO, qui va ensuite être sérialisé en JSON et envoyé à Elasticsearch, ça correspond à cette requête-là. Et pareil pour ceux que je vais supprimer, et donc après je passe les paramètres. Voilà. En SQL Cassandra, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est des requêtes, c'est un langage SQL, mais ça ressemble beaucoup à SQL, à peu de choses près. Et voilà, c'est le même fichier à remplir. Et en fait, si vous rajoutez des ressources, et ça sera pareil sur ProditSE, il faudra ajouter des requêtes, par exemple une requête comme ça, job offer. Ensuite, il faudra, comme quand vous faites en Spring, vous rajoutez les repositories et tout, il faudra ajouter l'adapteur pour la ressource job offer, il faudra ajouter le raw mapper pour la ressource job offer, etc. etc. Donc on y revient. Et ça va être ça la suite de l'exercice d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'on a réussi à indexer, on doit faire la même chose pour un autre objet qu'on va rajouter ensemble. Donc, on va vite fait vérifier que j'ai pas oublié un truc. Il y a aussi les routes de recherche, voilà. Une fois qu'on a vu qu'il y avait des résultats dans Elasticsearch, il faut quand même exposer des critères de recherche. D'accord ? Et là, j'ai mis un exemple d'API chez nous, une route de recherche qui s'appelle la Search User Route, que je peux appeler, qui va m'envoyer des résultats. Et j'en demande 2, là, d'accord? J'en demande 2 dans une seule page. Il y a d'autres critères de recherche, évidemment.
Les deux premiers dans un ordre indéfini. C'est pas les deux premiers dans la liste, c'est pas ordonné. C'est pas censé être ordonné. Enfin, il y a toujours un ordre naturel, mais vous devez jamais vous appuyer dessus. Voilà, parce que vous pouvez pas le prédire à l'avance. Ok. Et donc, en fait, pour avoir ensuite une recherche multicritère, vous devez simplement rajouter des critères de recherche. Typiquement, first name, je vais prendre celui qui s'appelle Michel. Alors, il n'en a pas trouvé. Est-ce que j'ai un critère de recherche là-dessus? Il faut vérifier la route. Donc, c'est ce qu'on va faire. On retourne dans le route.properties. La route que je viens d'appeler, c'est search. Donc je vais chercher ça, d'accord? User service search. Donc c'est cette classe-là que je vais chercher. Ok? Donc je vais dans route IMPL. Et elle s'appelle search user route. Alors, elle est là. Voilà. Et donc c'est une route synchrone, elle. Et dans les critères de recherche, j'ai bien un first name. Et pourquoi il ne me l'a pas pris en compte? Comment? Ah oui, parce que c'est peut-être pas dans les deux premiers résultats. Non. C'est pas une question de ça. Peut-être que c'est pas bien indexé ce champ-là. Non, pardon, ça c'est les colonnes dans la base de données, c'est pas forcément les critères de recherche. Si, c'est la request.param, ok. Donc, il me la met bien dans ma requête Elasticsearch. Ok. Bool query, nanana. Pardon? Non, non, pas dans l'URL. Alors, je pense qu'il est possible que j'ai pas fait attention de... en fait, forcément, j'ai repris un vieux code qui était avec Elastic 1.7, qui faisait des requêtes dans le transport client, et j'ai réécrit ça il n'y a pas très longtemps en Elastic avec le client REST, et peut-être que j'ai pas repropagé la requête correctement, donc on va vérifier ça ensemble tout de suite. Je lui passe bien le query builder. Et je lui passe bien ça, donc normalement ça devrait être bon. On va essayer autre chose. Donc il ne me le retrouve pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va loguer la query builder. On va regarder ce qu'il va nous générer. On peut le faire ici. Hop. Alors, évidemment, on est moins confortable que sur un IntelliJ en local, mais on s'en approche. Alors ici, je vais rebuilder avec mon log en plus. Et le temps qui build. Comment? Je veux voir si il a bien propagé mon critère dans le... Alors, il n'a pas compilé, il me dit cannot find symbol, ligne 51. Search user route. Ligne 51. J'ai dû insérer un caractère sans faire exprès. Non, c'est marrant ça. On va faire un guide diff pour vérifier ce que j'ai fait. Ah, il m'a supprimé mon import. Il aurait pas dû. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est le plugin Java qui est en train de me faire n'importe quoi. Oula.
Je pense que je vais désactiver le plugin que je viens d'installer qui est en train de me faire n'importe quoi. Disable. Voilà. Ok. Donc là, je refais un git diff. J'annule ma modif. Et on va rester comme ça pour l'instant. Je retourne ici. Et j'étais sur la route de recherche. Et je voulais rajouter... Donc ici, je voulais rajouter la requête Elasticsearch qui est générée. Et ça va permettre de justement regarder à quoi ressemble une requête. Donc, c'est reparti. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on est en train de fabriquer avec le DSL d'Elasticsearch des requêtes avec des paramètres must et des paramètres should. Les paramètres must, c'est les paramètres qui doivent matcher. C'est l'équivalent des et. Par exemple, vous faites la partie must, c'est critère 1 et critère 2 et critère 3. Les should, c'est ou. C'est critère 1 ou critère 2 ou critère 3 ou critère 4. Vous avez ensuite, à l'intérieur des must et des should, moi je fais souvent plus du must, mais ici on peut le voir, vous avez des termes, des matchs ou des regex. D'accord? Typiquement, là, cette requête-là, à chaque fois qu'il y a un des paramètres qui est précisé, je le rajoute dans must. Par exemple, si quelqu'un a demandé le nom, il sera dans les paramètres obligatoires. Donc c'est le nom et le prénom et l'email et la date. Et ici, ça sera un should. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un seul paramètre qui peut matcher avec plusieurs champs du JSON. D'accord? Donc les champs du JSON, ça peut être le nom, le prénom, l'email, l'ID, et des fois, tu peux avoir un critère qui ne matche pas avec un autre. Donc tu peux dire par exemple Michel, je veux que ce soit le prénom ou le nom, mais pas le prénom et le nom. Donc c'est pour ça qu'ici on a des should. D'accord? Ça, c'est utilisé par exemple quand je veux faire de l'autocomplete. J'ai un seul champ générique qui s'appelle criteria ou terme, et qu'en fait dans mon JSON c'est à plusieurs endroits. Donc là, c'est utile de faire du should. C'est exactement pour cette raison qu'on fait ça d'ailleurs. Parce que dans notre champ de recherche, de notre moteur de recherche de UProdit, il y a un seul champ, mais après l'objet profil, il a plein d'attributs et donc il y a du should. Donc là, il n'a pas compilé. Donc pareil, on a de nouveau notre souci, git diff. Alors c'est pareil, il m'a refait n'importe quoi. Donc ça c'est le plugin que j'ai installé qui apparemment me fait... Donc je vais passer sur IntelliJ à la place, comme ça on va pas perdre du temps à désinstaller le truc. D'accord? Puis ça permettra de voir un deuxième environnement. Ok? Close Others. Donc là, je vais switcher sur notre exemple. Voilà. Je vais me mettre à jour et je vais relancer l'environnement. Code. Alors, View, Terminal. Windows. Oula. J'ai mon truc qui est en train de se figer là. Run. Oh, ça doit être là, je pense. Non. Je sais plus comment on utilise IntelliJ. Vous vous souvenez où est-ce qu'il est le terminal là-dedans? View. Tools. Terminal. Voilà, on va y arriver. Ok. Donc là, je me mets à jour.
Je vais supprimer, j'ai un petit raccourci pour supprimer tous les conteneurs qui sont en train de tourner. Et on refait un docker compose up-d build force recreate. Ok, très bien. On va rejouer vite fait les bases, on va réindexer. Tiens donc. Alors ça vient d'où ça déjà? Ouais. Alors, pourquoi il me refuse ça? Là, ça sent le problème avec le Mac M1. Ah, je voulais éviter ça. Ok. Il faut... en fait, là, ça me permet d'illustrer un truc, c'est que j'ai un bout de conteneur qui a été initialisé en Mac M1, et il faut que je le rebuild entièrement avec la même architecture, sinon ça marche pas. Donc il faut que je retrouve c'est quoi l'image. En fait, il faut que j'arrive à vider le cache. Il faut que j'arrive à retrouver l'image qu'il y avait pour supprimer la bonne image. Donc déjà, je vais supprimer tous les none. F de $3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me reste comme image? Je pense que ça devrait être bon. Ça m'a l'air encore caché. Il m'a encore pris ça du cache. Donc ça va pas être bon, je pense. On va l'essayer, on va le laisser tourner, puis on va voir. Donc ça a l'air d'aller plus loin que tout à l'heure. Ouais, là ça a l'air de tourner. Ok. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le déploiement parce que du coup j'ai disable le plugin Java qui est en train de me faire des imports bizarres. Mais il faut redémarrer l'instance. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. C'est celui-là. Hop, je le redémarre. Ici on en est où? C'est un peu plus lent en local à télécharger les dépendances que sur le cloud. Et donc,
Voilà, ça a démarré. Already news. Qu'est-ce qui écoute sur le portant? Let's stat, moins tant plus. Rep, 7000. Je sais pas c'est quoi comme processus. De toute façon, je pense pas en avoir besoin de ce port. Donc, je vais le mapper sur autre chose. Alors, ici, qu'est-ce que ça a fait? Là, j'ai mon IDE qui se redéploie, donc c'est du Ansible qui se joue. Attends un peu. On va faire la course entre les deux et on va retenir le plus rapide. Entre mon IDE sur le cloud qui se redéploie et mon IDE en local qui build le Maven. C'est le plus rapide qui va gagner. Et on va garder. Là, je pense que c'est bon. Donc, c'est lui qui a été le plus rapide. Ok. Très bien. Donc, là, je retourne ici. On va refaire un guide diff pour être sûr que j'ai pas pris de... Voilà, j'ai pas fait de modif. Et ici, je vais rajouter... Donc, c'était la route de recherche. Je vais rajouter une ligne pour débugger. Logger en debug de QB. Hop. Il s'appelle bien logger. Non, c'est logger en majuscule. Là, c'est bon. Voilà, donc on avait bien un truc un peu pourri qui nous faisait notre... Docker compose up --force recreate --build de vertex bbl vertex vertical. Je suis pas à jour. Ouais. Hop. BBL, tout à fait. Merci. Hop. Ouais, je le laisse tourner. On va le laisser tourner. On va continuer là-dessus, c'est mieux. De toute façon, il est beaucoup plus rapide ici qu'en local. Voilà, donc vous voyez la différence de rapidité. Très bien. Donc maintenant on refait notre recherche précédente. Je reprends mon readme, je reprends ma requête de recherche.
Je vérifie qu'elle me renvoie bien des résultats. Voilà, c'est bon, elle me renvoie bien des résultats. Et je vais rajouter un attribut first name égale Michel. Donc là, il ne me renvoie rien. Et on va retourner dans le terminal précédent. Et je vais voir les requêtes. Effectivement, il m'a bien dit, prends-moi le first name qui correspond à Michel, étoile. Donc cette requête-là, elle m'a l'air correcte. On pourrait la jouer, en fait, ça vous pouvez le reprendre et le rejouer dans Kibana, directement comme ça. On n'a pas un Kibana ici en local, mais à vue de nez, elle me semble correcte. Je vais juste voir si on n'a pas fait un oubli, c'est-à-dire d'injecter la requête correctement là-dedans. Ça m'a l'air bon. Hein. Alors pourquoi il fait pas le boulot? QB. Minimum match. Peut-être que c'est... Attends. Ah non, j'aurais pas dû le killer. Ouais, bon, tant pis, tant pis. Trop tard. Ah, c'est bon. J'ai l'impression qu'il me remet le prénom en majuscule à chaque fois, mais ça peut pas matcher, ça. Ah, ouais, donc là, on a un petit souci, en fait. C'est que... je pense qu'il est sensible à la casse et qu'en fait nos objets, on va regarder si on a un autre exemple d'objet avec tout en minuscule. On va prendre l'email par exemple. L'email, ça va être plus parlant. L'email, je vais prendre l'email qui commence par Ahmed. Non, ça marche pas non plus. On va regarder la requête que ça a générée. Il m'a fait une regex query d'une value qui s'appelle ahmed.étoile et il m'a dit qu'il faut que j'en ai au moins un qui match. Donc ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc, pourquoi ça marche pas? Moi, ma seule explication, c'est qu'il ne tient pas compte du tout de ma requête, en fait. Et donc, on va regarder ça. Et on va comparer avec Prodit. uProdit, Prodit SE, Search, Main, Java, Ressources, TN, tac, 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 tac. Donc là, on est dans le code de Prodit, on a à peu près la même arborescence, et je vais prendre une route de recherche, n'importe laquelle. Par exemple, Search Enterprise by Criteria. Et donc on retrouve à peu près le même genre de choses. Et ce qu'on, je ne sais pas, c'est l'implémentation de cette méthode match. Est-ce qu'elle est exactement pareille? C'est ce que nous allons voir. String. Alors, là je suis dans l'information. Et là je suis... Ouais, c'est exactement le même code. Pour moi, il n'y a pas une différence. Value to lowercase, value to lowercase, file name, file name. Il y a juste l'indentation qui a changé, c'est tout. Très bien. Donc c'est pas ça. Ou alors, je ne cherche pas sur le bon index. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de demander à Elasticsearch de débugger cette requête. Donc je vais la copier. D'accord? Et je vais la passer en post. On va faire le truc simple. Hein. Query.json.
On va la nettoyer un peu parce qu'il m'a mis ça. Tac. Hop. 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 On va la mettre en une seule ligne pour pouvoir facilement la passer en curl. On y est presque. Parce que je ne vais pas tout de suite faire des cèdes pour remplacer. Hop. Hop. Et voilà. Là j'ai ma requête. Donc on va aller interroger Elasticsearch avec cette requête là. Donc localhost 9200 /user /search. Non, là j'appelle Elasticsearch directement. Donc j'ai bien des users. Et on va lui passer en body cette requête. -h content type application JSON. Et je pense qu'il y a encore un niveau supplémentaire, si je me souviens bien, où il faut lui dire que la query il y a un bloc query par-dessus. On va regarder la doc, ouais c'est ça, query. Parce que, évidemment, notre truc, il log l'intérieur de la query. Donc, c'est confirmé. Elasticsearch ne renvoie pas de value pour ça. Donc, la requête, elle est bien passée. C'est pas notre code qui bug. C'est peut-être la façon dont on a indexé qui pose problème. Donc, on va essayer de comprendre quel est le champ qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais enlever les trucs en plus là. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah là, ça match. Donc il y a un des... Voilà, c'est comme ça que je débug. Il y a un de ces trucs-là, adjust, pure négative, true, min should match. Donc je pense qu'il y a un truc qui nous pose problème, qui fonctionnait avec l'ancienne version d'Elastic et qui ne fonctionne plus. C'est le min should match. Et ça, on va vérifier dans Prodit si on l'avait enlevé ou pas. Je pense qu'on a dû l'enlever. Search user by criteria. Hop. If should match. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'a géré. En fait, dans l'ancienne version d'Elasticsearch, ça oblige Elasticsearch à dire il faut que j'ai au moins un des paramètres should qui match avec la requête, sinon je te renvoie pas de résultat. Voilà. Dans l'ancienne version, quand il n'y avait rien dans le bloc should, ça passait. Dans la nouvelle version, même s'il n'y a rien dans le bloc should, ça passe pas. Et donc là, on le voit, par exemple, vous voyez cette requête-là, avec le bloc bool must. Je vais zoomer un peu. Il n'y a pas de critères should, parce que les critères should, je ne les ai pas passés dans ma requête. Mais pour autant, il demande quand même que j'ai un critère should qui match. Et ça a changé depuis je ne sais plus quelle version d'Elasticsearch, où justement il faut pas le setter à 1 s'il n'y a pas de should critère, sinon ça ne fonctionne plus. Dans Prodit, ça a été fait.
Évidemment, je ne l'ai pas fait ici. Donc on va corriger cette requête ensemble. Donc ici, le truc le plus bateau à faire, c'est si j'ai un critère en should, je vais mettre un booléen en should, à true, d'accord? Should, je l'appelais true. Voilà. Ici, je le setais à false, boolean should égale false. Je vais l'appeler min should plutôt. C'est plus parlant. Voilà. Hop. Là, je le passe à true. Et ensuite, à l'endroit où je faisais min should égale 1, là, ça, je vais le descendre plus loin. Après cette boucle, et là, je vais lui dire if j'ai ça, tu me le set à 1. D'accord? Mais pas si je ne suis pas rentré dans ce bloc-là. Pas si j'ai aucun critère should. Ok? Donc là, on va rebuilder, on va refaire ce qu'on a fait avant. Et je vais enlever ce log. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Need status. Need diff. Il m'a refait n'importe quoi. Avec les imports. Je sais pas pourquoi il me touche mes imports. Je vais remettre l'import qui manque, je pense. Log manager. Voilà. Voilà, je sais pas pourquoi il me le supprime. Je t'ai pas demandé d'y toucher, mais c'est pas grave. Hop. Qu'est-ce qui tourne comme plugin là? Uninstall. On va essayer. Non, toujours pas. Voilà, je le reload, mais ça marche pas apparemment. Donc j'ai un bug à sauvegarder. Ah, ça y est. Ça y est. Donc ça, c'est un plugin tout pourri là qui est en train de me changer mes imports alors que je ne vais pas demander. Ok. Donc on y va. On rebuild. Et je vais committer ça parce que c'est une correction, hein, du coup. Remove conditional min should criteria. Oui, c'est comme ça, je pense. Donc c'est bon, c'est démarré. Et donc là, je vais refaire ma recherche précédente. Et voilà, ça marche, ça fonctionne. Donc là, c'est bon, ma route de recherche fonctionne. Je vais corriger la deuxième sur l'autocomplete, à mon avis, parce que j'ai une route d'autocomplete qui est dans la même situation, qui doit s'appeler autocomplete skill rule, donc les compétences. Non.
abstract autocomplete. On va voir de quoi il tire. Abstract search single field rule. Abstract search single field rule. Min should. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Donc c'est bon. On est bon. Et donc maintenant, le but du jeu, ça va être de me refaire la même chose avec une autre ressource qu'on va mettre ensemble. On va partir sur la ressource offre d'emploi. Hein. Donc je ne sais pas si quelqu'un de Prodit il peut me dire c'est quoi les recherches d'offres d'emploi que vous êtes censé développer. Le moteur de recherche, ça sera sur quoi? Je vais m'approcher un peu, je suis désolé parce que j'entends pas bien, je suis un peu sourd. D'accord. On veut qu'on ajoute le prix de l'offre. D'accord, dans les critères de recherche. Donc, on va retenir ça. On va faire un objet de moteur avec un titre, un prix et un booléen externe interne. Ça suffit. Et une date. Voilà. Et donc, l'idée maintenant de la mise en pratique, c'est que vous créez une table. Alors, dans le TP, il y a écrit... je vais me remettre devant la vidéo. Dans le TP, il y a écrit qu'il faut le faire avec Cassandra et avec Elasticsearch, avec PostgreSQL. Faites-le juste avec PostgreSQL, ça suffit. C'est déjà pas mal parce que ça correspond à ce qu'on veut faire dans Prodit. Et pareil, il faut me faire la route d'indexation pour que ça indexe dans Elasticsearch, que ça crée un index job offer et ensuite la route de recherche multicritère. Voilà. Je vais arrêter ici le live du coup, parce que du coup je vais laisser l'équipe avancer et on va travailler ensemble, donc ça n'a pas trop de valeur ajoutée que je continue de diffuser la vidéo en passant dans les rangs, je pense. Et encore une fois, je pense que le... Ah, Michel, il rigole, Ronald. Ouais, il y a un private joke derrière, ouais, effectivement. Il y a un private joke. Du coup, je vois que le lien du live, le lien du repo Git, pardon, est présent dans le chat du live. Bien évidemment, pour ceux qui arrivent sur YouTube après coup, le lien sera là-dedans. Donc, vous pouvez faire l'exercice de votre côté aussi. Et en fait, c'est exactement, je ne vais pas le refaire ici, mais c'est exactement la même chose que les users. Il faut juste imaginer la ressource que vous avez envie. Nous, on propose la ressource offre d'emploi chez nous. Et puis voilà. Donc, je vais déjà uploader ça sur YouTube. Et on va voir si ça vaudra le coup de diffuser en live si on le fait en pire. Je suis pas sûr. Vous me demandez dans les commentaires, à la limite, si jamais vous avez envie que je fasse une troisième partie avec Empire Programming, comment je développe la route. Mais je pense que c'est ce qu'on a présenté. Il y a des routes de recherche, il y a des routes d'indexation, et ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée de refaire deux fois la même chose, je pense. Voilà. Donc merci à tous. Et désolé pour les aléas du direct. Encore une fois, on n'est pas des streamers professionnels. Et on le sera jamais, et on n'a pas envie de le devenir non plus, d'ailleurs, très sincèrement. C'est pas notre boulot. Et nous, notre boulot, c'est ça. Voilà. Donc...